La brasserie des Franches-Montagnes, la BFM comme on l'appelle, est l'une des premières brasseries artisanales de bière en Suisse. Dans ces cuves, on y trouve évidemment un peu l'esprit de la région, mais surtout une recette à succès. En 24 ans, la petite entreprise est passée de quelques passionnés à une trentaine d'employés et de quelques milliers de litres de bière à près d'1 million de litres brassés par an. Dan Meyer, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous accueillir chez vous. Avec grand plaisir. Alors, en comparaison avec d'autres petites brasseries, vous êtes ici un monstre. Et malgré une nouvelle usine, de nouveaux investissements, de nouveaux produits, vous gardez cet esprit un peu rock du départ. Comment vous expliquez ça? Difficile à dire. Après, c'est assez fou et assez bien de réussir à garder cet esprit, je dirais, familial, de collègues et copains au sein de la BFM. On a aussi notre chat qui est directeur marketing. Enfin, on a plein de petites histoires comme ça au sein de la brasserie qui aident à entretenir cet esprit familial. Vous n'avez pas forcément les codes d'une grosse entreprise? Non, management et tout ça, c'est des termes qui nous sont un petit peu étrangers ici. Avec évidemment un chat pour chef marketing, on le comprend. Alors, c'est vrai que ce qui est étonnant, c'est que la Suisse, c'est un peu le pays de la bière. C'est un pays qui compte un nombre de brasseries très important par rapport au nombre d'habitants. Comment on explique l'amour des Suisses pour la bière? Alors, c'est assez difficile à dire. Il y a beaucoup de paramètres. Je pense que le paramètre géographique entre en ligne de compte aussi, où c'est que ici, typiquement dans les Franches-Montagnes, on a 1000 mètres d'altitude, donc on a moins de vignes, donc c'est plus la bière qui s'est implantée. Je pense que si on va plutôt du côté du lac de Bienne et tout, il y aura peut-être un petit peu plus le vin. Et puis je pense que la Suisse en général est portée sur l'altitude, donc plutôt sur les traditions nordiques que sur les traditions sudistes. Alors, ce qui est étonnant, c'est que la bière se consomme moins depuis quelques années. Dans les années 90, on consommait environ 70 litres par habitant par année. En 2020, on est à 52 litres. Pourtant, vous continuez à vendre des produits, à augmenter vos ventes. Comment on explique ce paradoxe? Alors, je pense que le public en général est plus porté sur les produits de qualité et puis sur les différences de goût et de produit final, finalement, qu'à l'époque où c'est qu'il y avait le cartel de la bière et puis que les gens buvaient que la même bière industrielle, quoi. Donc ça s'est bien diversifié en fait. Voilà, l'offre s'est beaucoup diversifiée. Vous l'aurez compris, nous sommes ici parmi les pionniers des brasseries artisanales. On y travaille local quand on peut, l'eau est de Seignelay-Gier, les souches de levure sont cultivées ici, dans l'usine, mais en revanche, les matières premières, elles, viennent de l'étranger. Alors vous allez voir qu'il y a certaines brasseries, plus petites peut-être, mais qui ont poussé l'exercice bien plus loin. Nous en avions visité une dans le canton de Vaud, c'était en mai 2019. À Vuillan, la laiterie n'est plus une laiterie, c'est une brasserie. Alexandre Clerc et Henri Jung, deux anciens cadres de Cronenbourg, un géant industriel de la bière, ont racheté l'an dernier la brasserie du Jorat. Nous faisons tout, du matin au soir, que ce soit l'embouteillage, les livraisons. On raisonne plutôt caisse par caisse, client par client, alors que dans les grands groupes, vous raisonnez plutôt par camion. Ici, un seul mot d'ordre, produire des bières bien de chez nous. C'est cantonal, vaudois, régional. La brasserie a toujours voulu brasser des bières locales. Et l'une des bières de cette brasserie, la bien nommée La Vaudoise, a même son origine carrément certifiée. Prométer validé avec le label Produit du terroir vaudois. Nous sommes les seuls, première mondiale, certifiée Produit du terroir vaudois. Nous sommes même à la buvette du Grand Conseil, au château, puisque nos députés peuvent consommer la vaudoise. L'essor des microbrasseries a en tout cas permis de relancer des activités qui avaient disparu. À Grandcourt, une petite équipe s'est lancée dans un grand défi, la culture d'1 hectare de houblon, à destination d'une clientèle bien précise. Une quinzaine de brasseries, principalement dans le canton de Vaud. On commence à développer un petit peu dans la région genevoise et en Valais. Et on commence à avoir une légère demande aussi pour de l'export en France, étant donné que notre culture est faite de manière biologique, donc qui est demandée par certains brasseurs. Dans les années 60, on cultivait déjà du houblon en Valais, comme en témoignent ces images. Mais l'activité a ensuite périclité avant de renaître aujourd'hui. Le houblon nécessite beaucoup de main-d'œuvre et pas mal de doigté.
On est en train de sélectionner du coup 3 lianes par cordelette qu'on va venir enrouler dans les sens de la rotation du soleil. Si vous ne le faites pas dans le sens de la rotation du soleil, qu'est-ce qui se passe? Et ben la liane va se décrocher et elle va aller dans le sens de la rotation du soleil parce que la nature est plus forte que nous. À 40 km à vol d'oiseau, toujours en terre vaudoise, à Bavois, c'est une malterie qui a ouvert ses portes. Ingrédient incontournable de la bière, le malt est une céréale, en général de l'orge, qu'on laisse d'abord tremper pour qu'il germe, puis que l'on sèche et qu'on chauffe pour qu'il dégage tous ses arômes. Aujourd'hui, il n'y a que quelques malteries en Suisse, la production reste donc confidentielle. Au niveau du prix, c'est concurrentiel par rapport à du malt acheté à l'étranger? Pas du tout. Pas du tout. Non, non, on a notre prix, le prix de notre malt est beaucoup plus élevé qu'un malt qui vient de l'étranger. Mais alors, quel est l'intérêt d'un brasseur de la région d'acheter votre malt chez vous? Et moi, je trouve qu'il y gagne surtout de la cohérence, parce que on parle de brasserie artisanale, de brasserie locale, et puis le fait de pouvoir utiliser des matières premières qui sont justement locales et puis respectueuses de l'environnement, je pense que ça peut être intéressant pour des brasseries artisanales. Et au bout de la ferme, après les vaches, on trouve, devinez quoi, une microbrasserie au nom poétique, au bled. Bon, du coup, Elle a fini de fermenter complètement? non, Non. il lui reste encore 2 Une semaines. production confidentielle vendue directement à la ferme, ainsi que dans quelques restaurants et magasins de la région. Pourquoi ça s'appelle au bled? C'est premièrement parce que les céréales sont produites et maltées et brassées sur la même commune, dans le même bled. Et également parce que bled, en fait, c'est le vieux mot français pour désigner les céréales. Une bière, c'est à 90% de l'eau. Aucun problème pour en trouver chez nous. On trouve donc aussi désormais du malt suisse, du houblon suisse, reste le 4e élément de la bière, les levures. Excusez-moi, vous faites quoi là? Alors là, je suis en train de prélever des levures pour ensuite les isoler et puis pouvoir les utiliser pour fermenter de la bière. C'est des levures 100% locales. là. 100% locales, prélevées sur l'arbre et cultivées en Suisse. Il y a 1 an, 2 jeunes étudiants en biologie de l'Université de Lausanne ont lancé l'Evatura, une start-up qui prélève et cultive des levures locales. Voilà la levure Loïs, tu penses qu'elle est prête quand? Elle sera prête demain. Parfait. Nos clients sont des micro-brasseurs qui peuvent aller de quelqu'un qui brasse 100 litres à quelqu'un qui brasse 3000, 5000 litres. Et des brasseurs qui cherchent à avoir une gamme variée, à chercher des petits goûts, des petites variations dans leur levure, etc. Donc si on change la levure, ça peut modifier le goût d'une bière. Ça peut complètement modifier le goût d'une bière, oui, tout à fait. Aujourd'hui, là, on a 150 à peu près souches différentes. Et le but, c'est que à la fin de l'année, on en ait 300. On veut aussi prélever donc, des levures dans chaque canton pour que chaque brasseur de canton puisse avoir une levure qui vient de son canton et puis faire une bière 100% vaudoise, 100% zurichoise, etc. À Sierre, chez Hoppy People, on cultive aussi un côté terroir, mais un peu différemment. Qu'est-ce qu'il y a dans les tonneaux qui sont derrière vous? Ah, là, il y a de la bière. Avant, il y avait du vin. Ouais. On habite dans un terroir valaisan, il fallait quand même faire un petit peu le lien avec tout ça. Donc là, on a ici derrière moi des barriques qui ont contenu de la syrah et des barriques qui ont contenu un assemblage de rouge où il y avait, sauf erreur, de l'humagne, du cabernet, syrah. On récupère justement cette typicité de terroir de chez nous avec souvent au nez des arômes fruités qui sont là pour rappeler un petit peu ce terroir vinicole. Et pour faire bonne mesure, les tonneaux sont partis vieillir dans les entrailles du barrage de la Grande Dixence. C'est une collaboration avec Provins qui eux-mêmes ont toute une gamme de vins de haute tenue qui vieillissent dans le barrage. Et nous, ce qu'on a eu l'occasion de faire, c'est de récupérer ces barriques au moment où ils sortent le vin, de mettre notre bière à l'intérieur et de renvoyer les barriques dans le barrage pour une maturation de 24 mois. Pour le marketing, c'est pas mal non plus, le barrage de la Grande Dixence. Ouais, pour le marketing, c'est bon. Nous sommes dans la toute nouvelle usine de la brasserie des Franches-Montagnes, une usine mise en service il y a à peine 2 ans et on vous retrouve, Dan Meyer.
Alors ici, à terme, vous pourriez fabriquer près de 2 millions de litres de bière par année. C'est beaucoup quand même. C'est beaucoup, et puis c'est à terme. C'est de la musique d'avenir, et on n'y est largement pas encore. Alors pourquoi est-ce que finalement vous ne pourriez pas fabriquer votre bière avec la matière première suisse, comme on l'a vu dans la brasserie du Jura? Alors c'est pas qu'on la fabriquerait pas, c'est que les malteries en Suisse qui sont actuellement présentes, elles produisent entre 15 et 20 tonnes par année. Nous, on utilise 250 tonnes de malt par année, par exemple, donc c'est un petit peu problématique. Difficile, ouais, effectivement. Mais est-ce que vous sentez quand même de la part de vos clients un désir, une volonté d'acheter une bière fabriquée de manière écologique et durable? Alors oui, je pense que c'est tout à fait d'actualité, ça. D'ailleurs, nous, ça fait depuis 1997 qu'on lave nos bouteilles, qu'on les remet en circulation. Nos bouteilles ont une durée de vie de 7 ans environ. On remet 15% de verre neuf à chaque fois quand on remet en bouteille. Et puis, ça nous évite en gros 60 à 70 tonnes de déchets de verre par année. On a aussi beaucoup de récupération sur les drèches, par exemple, donc les céréales qui ont été utilisées pour faire la bière, qui sont données à des agriculteurs. Et puis le bâtiment ici est écologique. Voilà, le bâtiment a été réfléchi de A à Z pour être une brasserie, et puis on a réfléchi les récupérations d'énergie pour le chauffage, et puis tout ça, tout est réfléchi de manière durable, énergétiquement parlant. Vous parliez tout à l'heure de cartels de bière. Il y a en tout cas ces grands groupes de bière qui achètent aujourd'hui beaucoup de microbrasseries. Est-ce que finalement le terme bière artisanale a encore du sens aujourd'hui? Alors le terme artisanal dans la bière, c'est un peu un mot valise qu'on utilise un petit peu à toutes les sauces. C'est effectivement un petit peu compliqué de le définir. Nous, on préfère maintenant le terme régional et indépendant. Pour nous, l'artisanal, c'est le savoir-faire, la recherche et le développement de nouveaux produits, et puis l'amour de la bière. Donc je pense qu'à ce niveau-là, on est dedans. Vous êtes dans la cible. Merci beaucoup, Dan Meyer. Et bonne bière alors. Merci, pareillement. Fabriquer de la bière en Suisse, c'est donc une réalité bien ancrée. Et si je vous disais à présent faire du vin en Tanzanie, vous auriez des doutes? Eh bien, détrompez-vous. Dans ce pays où il ne tombe pas une seule goutte de pluie pendant plusieurs mois, la vigne côtoie désormais les cultures locales. Le reportage de Magali Rocha. Nous sommes en Tanzanie, juste en dessous de l'équateur, près de la capitale politique Dodoma, au centre du pays. Une région semi-aride où il ne pleut en moyenne que 550 mm par an et où pas une seule goutte ne tombe entre les mois de mai et octobre. À côté des cultures traditionnelles de patates douces et de maïs, on trouve désormais de plus en plus de vignes. J'ai commencé à cultiver du raisin pour améliorer mes conditions de vie. Au début, c'était pas facile, mais maintenant que les entreprises achètent notre raisin, il y a de plus en plus d'agriculteurs qui s'y mettent. 4 domaines viticoles se partagent le marché du vin en Tanzanie. Cet ingénieur chimiste qui travaille pour l'un d'entre eux passe régulièrement dans les vignobles contrôler l'avancée des cultures. On contrôle le taux de sucre qui doit être pour le raisin rouge entre 22 et 26. Quand le sucre se situe dans cet intervalle, on peut récolter. C'est pas encore prêt. Sans aucun doute, trop tôt pour les vendanges. Particularité du pays, il y a 2 récoltes par an. Il y a 2 vendanges, celle de mars et celle de septembre. La récolte de septembre est la meilleure car ces plantes sont des amoureuses du soleil. Et du soleil, ici, il y en a 320 jours par année. Au milieu des baobabs et des papayers poussent 2 cépages, en blanc le chenin blanc, en rouge le makutupura rouge. Ça, c'est le makutupura rouge. C'est la feuille typique de cette vigne. Ils n'ont pas pu détecter de traces génétiques de cépages qu'on trouve ailleurs, comme par exemple le Shiraz ou le Cabernet. C'est pour cela qu'ils l'ont appelé le makutupura rouge. Et donc c'est un cépage qu'on trouve seulement ici. Oui, le makutupura rouge se trouve uniquement en Tanzanie. Pour ce vigneron sud-africain installé en Tanzanie depuis 7 ans, pas de doute, le terrain est propice au raisin. Vous pouvez voir, c'est un bon mélange d'argile et de sable. C'est une terre très fertile.
Ici, un plan de vigne se développe intégralement en 2 ans. Normalement, ça prend plutôt 3 ans. Donc la croissance est excellente et rapide, bien plus rapide que dans d'autres pays. C'est dans ce village que les premières vignes du pays ont été plantées il y a plus de 80 ans par des missionnaires italiens pour en faire du vin de messe. Après l'indépendance, le pays a tenté de développer le commerce du vin, mais sans grand succès. Il y a 15 ans, avec son partenaire italien, cette Allemande d'origine, qui est née et a grandi en Tanzanie, a été une des premières à véritablement lancer l'industrie. C'est plus qu'une expérience. Ça a été plutôt une exploration, ou même un voyage. D'abord parce que le vin n'était pas du tout populaire ici. Il n'y avait pas d'industrie à proprement parler. Le vin était perçu négativement, peut-être à cause de sa qualité. Donc, il a d'abord fallu casser les stéréotypes vis-à-vis du goût du vin. D'ailleurs, on y travaille encore. L'autre problème, c'est la technologie. Les agriculteurs n'ont pas accès aux technologies, comme c'est le cas en Europe. Dans le pays, les systèmes d'irrigation sont rares. La plupart des agriculteurs dépendent uniquement des pluies. L'eau est un gros problème ici. On doit marcher au moins 1 kilomètre pour aller puiser de l'eau. Puis il faut la transporter jusqu'au champ. C'est donc très compliqué d'arroser les vignes. Manque de technologie, manque de savoir aussi dans ce pays où la culture des vignes est encore toute récente. Pour un acre, soit environ 4000 m², les paysans ne récoltent que 2 ou 3 tonnes de raisins, alors qu'ils devraient pouvoir en retirer 6 tonnes. Donc la production de raisins est encore très faible. Pourquoi ? Parce que les agriculteurs n'ont pas assez de connaissances de la vigne. Généralement, ils apprennent sur le tas, entre eux, sans connaître la viticulture. Dans ce centre de formation pour jeunes agriculteurs, un champ de recherche et d'expérimentation. L'entreprise de Catherine vient de mettre en place un partenariat pour sensibiliser les apprentis à la culture de la vigne. Ici, on fait des tests pour voir quel cépage pourrait pousser à Dodoma afin de produire plus de raisins et avoir un meilleur rendement. On forme aussi les jeunes pour qu'ils puissent ensuite aller dans les vignobles et enseigner à leur tour aux agriculteurs les bonnes pratiques pour obtenir une meilleure production. Le secteur de l'agriculture génère plus d'un quart du PIB, dont 85% proviennent des exportations. La Tanzanie veut désormais inscrire la vigne sur la liste des cultures clés pour le développement du pays, au même titre que la noix de cajou, le coton, une manière de stimuler les investissements dans l'industrie du vin. Le pays produit environ 500 000 litres de vin par année. C'est le deuxième plus gros producteur de vin en Afrique subsaharienne, derrière l'Afrique du Sud. Mais les défis restent de taille. Tous les emballages doivent être importés. Nos bouchons en liège, nos bouchons à vis et nos capsules. On utilise aussi 2 types différents de bouteilles et elles doivent être anti-UV pour être protégées des ultraviolets. Car comme vous le voyez, on est dans un endroit très ensoleillé. On doit aussi importer tous les produits utilisés pour élaborer le vin. L'aspect logistique de ces importations est déjà compliqué et on doit encore payer des taxes élevées sur le matériel. C'est donc difficile d'être compétitif par rapport au marché mondial. Direction Dar es Salaam, capitale économique du pays. Dans ce magasin d'alcool, les bouteilles sud-africaines captent l'essentiel des ventes en vin. Plus de 80% de part de marché contre environ 10% pour le vin tanzanien. Il faut dire que grâce aux accords commerciaux, l'Afrique du Sud ne paye aucun frais de douane et le raisin y est 4 à 5 fois moins cher qu'en Tanzanie. Face à cette implacable concurrence, le vin tanzanien tente de se faire une place. On a les vins de Dodoma, donc le Dom Puerto. Le Dom Puerto qui est en rouge, donc c'est un vin fortifié en rouge et en blanc. Voilà. On a des vins fortifiés à 18%, 7% d'alcool. Les vins sucrés évidemment, pour correspondre au palais du consommateur. Nous avons des vins de Setawiko ici, la cuvée présidentielle. Nous avons aussi les vins de Dodoma. On a des vins blancs, du rosé, on a du rouge. Une offre dont le prix varie entre 4 et 24 francs suisses. Aujourd'hui, dégustation. L'origine est italienne, donc c'est des cépages italiens. On est vraiment sur le sud de l'Italie, la Sicile, vraiment
des vins très tanniques, avec une forte sucrosité naturelle, due vraiment à l'ensoleillement des vignes. On est sur des arômes épicés, très épicés, des arômes de réglisse aussi, énormément de tanins. Parmi les clients, beaucoup goûtent aujourd'hui pour la première fois du vin tanzanien. Malheureusement, on a tendance à croire que les vins tanzaniens ne sont pas aussi bons que ceux d'ailleurs. Mais en fait, ce n'est pas le cas. J'ai été très agréablement surprise. Je les ai beaucoup appréciés. Oui, je suis très surprise parce qu'il est délicieux. Du coup, je prends 2 bouteilles. La culture du vin n'en est qu'à ses débuts et ici, on ne le consomme pas de la même façon. Ici, on n'a pas l'habitude de boire du vin avec les repas. On apprécie plutôt le vin pour son taux d'alcool ou de sucre, c'est la raison principale. Donc en général, les Tanzaniens demandent plutôt quel est le pourcentage d'alcool. Ils ne cherchent pas à savoir quel est le cépage utilisé. Au-delà de la Tanzanie, un autre marché attise toutes les convoitises. Catherine s'apprête à exporter ses premières bouteilles vers la Chine. La première commande qu'on va envoyer est un container de 2000 bouteilles. Après, on verra comment le marché chinois accueille ce vin. Au premier container,